Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Mendy. Bonsoir Louis. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau du Grand Rendez-vous. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, Cardinal Théodore Adrien Sarr, soldat de la paix. Mémoire et biographie, c'est vrai que vous avez fait, vous n'êtes pas votre première biographie, vous avez fait la biographie du président Wade, je pense, le Sopi, la longue marche. Wade et le Sopi, la longue marche. Wade et le Sopi, la longue marche. Donc vous publiez cette année de la biographie du cardinal, comme je disais, Théodore Adrien Sarr. Donc je pense un peu que vous lui avez même porté bonheur, c'est vrai, parce que je pense 10 jours après que vous avez commencé à travailler là-dessus, il a été élevé au rang de cardinal. C'est comme ça qu'on dit. Exact, oui, tout à fait. Créé cardinal. Tout à fait. Créé cardinal. Hein. Si vous le permettez, je vais sacrifier à la tradition. Vous souhaitez une bonne et heureuse année. Merci à vous. Beaucoup de bonheur, une santé de fer, réussite dans vos différents projets et surtout que votre émission, qui est quand même une émission phare du paysage médiatique sénégalais, connaisse véritablement son plein essor. Merci beaucoup. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, j'ai travaillé sur la biographie du cardinal, non pas tant parce que je voulais qu'il devienne cardinal, je ne savais même pas qu'il allait devenir cardinal. C'est vous dire simplement que ma démarche était d'abord professionnelle. Je suis journaliste à l'origine et donc, ayant observé l'évolution socio-religieuse de notre pays, j'ai voulu en quelque sorte mettre le focus sur certaines institutions sociales comme les églises, les temples, les mosquées, pour ne pas les citer, mais en me disant que pour mieux appréhender le rôle que ces institutions-là jouent dans notre société, il ne serait pas mauvais d'essayer de connaître ceux qui les dirigent. Vous voyez, c'est les prêtres, c'est les imams. Alors, j'ai choisi Monseigneur Théodore Adrien Sarr. Vous avez choisi un domaine que vous maîtrisez le mieux, oui, peut-être étant donné que vous êtes chrétien. Je suis catholique, laïque, mais surtout je suis un citoyen de ce pays. Et de mon point de vue, tant qu'on n'aura pas fait le travail de recherche pour connaître ceux qui dirigent ces institutions-là, nous aurons en quelque sorte failli à notre mission. Vous avez eu l'idée, je pense, d'écrire ce livre en 2007. Vous avez même effectivement commencé à l'écrire en 2007. Ça fait quand même 6 ans. Oui. Et pourquoi vous avez pris tout ce temps-là pour sortir le livre? Bon, j'ai pris tout ce temps parce que d'abord, je suis quelqu'un de très patient. Je ne suis jamais pressé dans ce que je fais, puisque je veux me donner toutes les chances de réussir, mais également parce que j'ai changé d'éditeur par 2 fois. Vous voyez? Bon, je ne vais pas les citer ici, ça ne vaut pas la peine, mais sachez simplement que mon souci, c'était véritablement de faire une œuvre utile. Vous voyez? C'est pour ça que je me suis engagé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour atteindre mes objectifs. C'est vrai que ça donne un bon résultat parce que le livre est bien écrit. On voit, en plus, il y a de belles descriptions. On voit un peu à travers l'enfance du cardinal qui est parti de Fajout jusqu'à Ngazobil où il a fait son séminaire. Mais ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que c'est aussi des gens qui ont fait des études. Il a été brillant aussi bien à l'école, au collège et à l'université. Tout à fait. C'est un brillant sujet et si vous parcourez le livre dans sa deuxième partie où j'engage un dialogue très franc, direct, sans fioriture avec lui, il donne
la pleine mesure de son talent d'intellectuel. Voyez, il dit les choses telles qu'il les sent et il est honnête. Voyez, autrement dit, il ne cherche pas à tricher. Tout à fait. Hein? Si ce qu'il dit peut blesser ou déranger, il ne s'en préoccupe pas outre mesure. Je ne sais pas si vous avez bien lu le passage concernant le discours de Sarkozy à Dakar. Bon, il a carrément dit que Sarkozy nous avait insultés. Mais il l'a dit quand vous l'avez interviewé, mais peut-être qu'il ne l'a pas dit en son temps de manière officielle, peut-être. Bon, je n'ai pas suivi à l'époque. Je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu personne, en fait, en parler. Tout le monde a parlé à retardement. Oui, bon, tout le monde a réagi, comme l'a dit tantôt mon ami, à retardement. Mais cela ne veut nullement dire qu'il s'est défaussé, loin de là. C'est quelqu'un qui a le courage de ses idées. C'est vrai. On va entrer un peu dans le fond du livre. Je vais laisser la parole à mes camarades, en commençant par Kémy. Alors, Monsieur Marcel Mendy, bonjour. Bonjour. Ou plutôt bonsoir. C'est un plaisir vraiment de vous croiser parce que je suis votre travail depuis de nombreuses années. Merci beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui fait corps avec son métier. Vous êtes un passionné. Et tous les sujets que vous touchez, qu'ils soient polémiques ou pas, sont des sujets qui respirent plus que jamais votre empreinte, votre touche et votre réflexion. Donc, on le ressent profondément là aussi dans cet ouvrage. C'est un secret pour personne autour de cette table que j'ai toujours eu une préférence dans les ouvrages pour les livres politiques, pour les biographies. Et a fortiori, si en plus il y a une empreinte de spiritualité dedans, je veux dire que c'est un cadeau global pour ma personne et je pense que c'est le cas pour nous tous. Enfin, chacun dira ce qu'il a à dire à ce sujet. Sans rentrer trop rapidement ou sans décrire totalement l'intégralité du livre, ce que je retiens de cet ouvrage et ce qui m'a le plus parlé, c'est le parcours d'un homme qui représente quelque part l'Africain face à l'extérieur. C'est-à-dire qu'un homme issu d'un endroit où la tradition était plus que jamais présente, on parle d'animisme, j'aime pas trop ce terme parce que c'est un terme, voilà, encore une fois exogène, mais un endroit traditionnel qui est en adéquation avec la vision ancestrale peut-être qu'avait l'Africain, qui reçoit l'évangélisation, on va dire les choses telles qu'elles sont, et qui, contrairement à d'autres qui ont coupé justement ce corpus idéologique ou ancestral qui était le nôtre, décide d'être dans cette logique de fusion entre le message qu'il a reçu et son environnement traditionnel. Ça, il fait partie des hommes d'exception, des hommes rares que l'on rencontre sur le continent africain, qui sont capables de faire la synthèse entre les deux, surtout en une période, et ça vous le retranscrivez très bien, où les conflits interreligieux sont présents sur le continent. Ils sont exacerbés, on va dire, par des sphères extérieures, mais on a notre responsabilité dedans, et vous le décrivez vraiment avec une pertinence assez forte, avant même qu'on soit dans la démarche de l'entretien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on se doit de vous remercier. Le cardinal, là, nous montre qu'on peut être un être spirituel et un être éminemment politique, n'a pas peur, comme vous l'avez énoncé, on va parler de Sarkozy, mais bon, on ne va pas rester focalisé sur lui parce qu'il ne le mérite pas, si je puis me permettre cette petite remarque. Mais à côté de cela, il n'a pas peur de se prononcer sur des sujets comme le rapport à la mondialisation, parler de ses aspects positifs, parce que la plupart du temps, on est dans une caricature. C'est soit on est pour la mondialisation, ou on est contre, alors qu'il fait preuve d'une subtilité que la plupart des politiques n'ont pas forcément. C'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'il y a de bon dedans, d'accord, les aspects qui nous permettent d'être en contact avec l'extérieur, en contact avec les autres populations. Vous soulevez à travers vos questions et lui à travers sa réponse sa capacité à rappeler que dans cette mondialisation, il y a une sorte de parabole qui peut être faite entre l'universalisme chrétien et l'universalisme que l'on peut retrouver dans le sens de la mondialisation. Mais il parle aussi de ses excès et ça, vous le relevez pertinemment. Donc ça, on vous remercie à ce sujet. Sur le livre, je n'ai pas véritablement de critique à faire. J'ai goûté cet ouvrage. Il m'a touché. Et je pense que c'est un individu qui se doit d'être connu en dehors du Sénégal. Vraiment. Parce que si tous les chefs religieux, et je vous dis ça, je ne suis pas forcément chrétien, mais si tous les chefs religieux avaient cette capacité à être des traits d'union entre les différentes communautés, je pense que sur ce continent dans lequel il y a trop de conflits, on s'en sortirait beaucoup plus. Maintenant, si vous le permettez, Monsieur Mendy, et ce avec toute mon affection, j'en viens à la question.
Parce qu'on ne peut pas dissocier votre personne de l'ouvrage. On ne peut pas dissocier votre personne, même, paradoxalement, j'ai envie de dire, du cardinal Théodore Adrien Sarr. Comme je le dis, vous êtes quelqu'un dont les convictions se ressentent depuis un certain temps. Vous êtes un ancien diopiste, hein, vous avez été au RND, Oui. d'accord. Vous avez fait des recherches. Ah, j'ai enquêté sur vous comme le FBI, je vous assure. Et vous n'êtes pas resté enfermé dans une bulle idéologique, parce que vous êtes quelqu'un qui aime se remettre en question, qui aime réfléchir, qui aime toucher différents sujets. Et d'un parcours aussi long et aussi profond que le vôtre, et aussi symbolique aussi, vous êtes arrivé aujourd'hui à être, entre autres, parmi vos multiples casquettes, aujourd'hui le chargé de communication, j'y viens si vous le permettez, oui, d'accord, des chambres extraordinaires africaines, par rapport au procès qui, voilà, dans lequel se retrouve aujourd'hui Hissène Habré, sujet dont on a déjà parlé ici avec quelqu'un qui est peut-être votre opposant sur ce sujet-là, qui est Maître El Hadji Diouf. Que voilà, le sourire explique que on se comprend sur ce sujet. C'est un ami, il n'y a pas de problème. Ami, oui. Simplement un problème que j'ai, qui n'est peut-être pas en harmonie avec ce que j'ai pu ressentir à travers votre puissant récit et à travers les questions que vous posez, c'est que vous semblez être quelqu'un qui s'insère dans un paradigme quand même qui est le nôtre. Quelqu'un qui se pose en défenseur de l'Afrique quelque part, de son identité, de son idéal, sans angélisme aucun. Vous regardez les problèmes en profondeur. Ouais. Mais les chambres africaines extraordinaires sur lesquelles on peut être d'accord à la base, se trouvent être tout de même des structures qui sont financées un tant soit peu par l'extérieur. Et le problème que j'ai par rapport au personnage que vous êtes, sapiant, brillant que vous êtes, c'est que on a l'impression d'avoir quelque sorte une schizophrénie entre l'écrivain journaliste africain engagé qui ne se coupe pas du monde. Vous êtes un membre, vous dites citoyen du monde, j'aime pas trop cette expression, mais je comprends où vous voulez en venir. Et des chambres africaines extraordinaires qui, pour certains opposants, n'ont d'africaine que le nom, ou peut-être les membres qui sont dedans, mais qui sont financés par l'extérieur. Quel est votre regard sur la critique que posent les gens qui disent que tant qu'il n'y aura pas de chambre africaine extraordinaire financée à 100% par les Africains, on ne pourra pas dire qu'elles sont véritablement africaines. Qu'est-ce que vous dites à cela? Bon, je dis que c'est une fausse appréhension du réel, parce que les chambres africaines extraordinaires sont véritablement africaines. Et si vous me le permettez, je vais vous le démontrer. D'abord, elles ont été créées par l'Union africaine, qui est l'instance la plus élevée dans l'ordonnancement institutionnel de notre continent. Voyez. Ensuite, elles sont animées par des Africains, voyez, sénégalais pour le moment, mais quand le procès va s'ouvrir, d'autres Africains seront impliqués. Voyez, les présidents des chambres seront africains. Mais ensuite, du point de vue juridique, c'est le droit sénégalais qui est africain par excellence qui va être appliqué. Voyez, je signale au passage que sur la base de ce droit positif sénégalais, M. Hissène Habré ne sera jamais condamné à mort, puisque cette peine est abolie au Sénégal. Voyez. Mais ensuite, moi je ne vois pas d'antinomie entre organiser un procès selon les standards internationaux et accepter son financement par des étrangers, entre guillemets. Hein? Dans la mesure où ces étrangers-là qui financent n'ont aucune prise sur le fonctionnement même de l'institution. Vous êtes un homme sincère, donc on ne peut pas remettre ça en question. C'est pour ça qu'on vous pose cette question. Voyez. On ne peut pas remettre ça en question. Votre sincérité, on ne peut pas la mettre en doute. Et ça, moi-même, je me porte garant à ce sujet. Mais vous comprenez les appréhensions de gens qui, sur le continent, ont l'habitude de voir, depuis un certain nombre d'années ici, des structures ou des pays de l'extérieur qui viennent financer. Et on dit toujours que la main qui finance est la main qui dirige. Il y a des gens comme vous qui sont d'une sincérité incroyable sur laquelle on ne peut pas douter, mais de l'autre côté, il y a aussi des gens dans ces chambres africaines extraordinaires. Je ne vais pas citer de nom parce que les attaques nominatives ne sont pas importantes et pas nécessaires. Mais est-ce que vous êtes certain qu'aucun membre de ces chambres africaines extraordinaires ne reçoit des pressions, ne reçoit des ordres ou des directions, des directives données pour que le procès ait une coloration particulière?
Je m'excuse de profiter de cette opportunité qu'on a de vous rencontrer pour vous exprimiez dessus. Mais je pense que c'est extrêmement important qu'on en parle. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, ce procès, est symbolique de ce qui se passera pour le reste du continent africain dans les prochaines années. Tout à fait. Alors, je voudrais, illico, vous rassurer qu'il n'y a aucune puissance extérieure qui influence les magistrats en charge du procès en ce moment même. Vous voyez, nous sommes à la phase d'instruction, c'est-à-dire d'enquête. Nous sommes allés plusieurs fois à N'Djamena pour auditionner les plaignants, c'est-à-dire ceux qui attaquent Hissène Habré, mais également les témoins, c'est-à-dire ceux qui ont vécu les choses et qui peuvent donc confirmer ce que les plaignants disent. Vous voyez, nous sommes allés sur le terrain visiter les sites supposés abriter des charniers, parce que vous êtes certainement au courant, étant de bons journalistes, les personnes qui ont été exécutées en son temps ont été enterrées pour la plupart dans des fosses communes. Voyez. Alors, à partir du moment où nous voulons organiser un procès digne de ce nom, en tout cas conforme aux standards internationaux, il appartient aux magistrats chargés de l'instruction d'aller sur le terrain, auditionner les victimes, mais également voir les sites abritant les charniers pour, en quelque sorte, donner corps à ces différentes accusations. Voyez? Bon. Mais cela ne va pas conclure le procès. Une fois l'instruction terminée, eh bien, la chambre d'accusation va entrer en ligne de compte. Voyez? Pour voir si véritablement l'instruction a été bien menée. Et ce n'est qu'à l'issue de ce processus-là que le procès va s'ouvrir. Mais encore une fois, nous respectons l'intégralité des droits de M. Hissène Habré. Nous avons même permis à ses avocats de venir participer à l'audition des témoins. Malheureusement, ils ne sont jamais venus. Pour la visite des sites, comment? Pourquoi, selon vous? Ah non, ça, c'est eux qui peuvent y répondre. Vous voyez, nous avons fait notre devoir. Nous leur permettons d'accéder même au dossier. Bon, ils ne vous le disent pas quand ils viennent sur vos plateaux, mais il arrive souvent qu'ils viennent consulter le dossier auprès des chambres africaines, et en toute liberté. Vous voyez? Donc, encore une fois, notre souci, ce n'est ni de condamner avant la lettre M. Hissène Habré, ni de le disculper. Notre souci, conformément au mandat que nous avons reçu de l'Union africaine, c'est d'organiser un procès juste et équitable. Voilà. Si, à l'issue, M. Hissène Habré est déclaré innocent, eh bien, il sera acquitté. Si, par contre, les charges retenues contre lui sont suffisamment accablantes, eh bien, il sera condamné. D'accord. Ok, je vous remercie. Mohamed Alabi. Bonsoir, monsieur Marcel Mendy. Bonsoir, mon cher neveu. Ah, c'est la famille. Oui, je les ai vus grandir. Lui, c'est l'ami de mon oncle Ousmane Ndiaye Dago. Permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux et à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Pour en revenir à votre ouvrage, qui, je pense, au-delà du personnage qu'incarne le cardinal Sarr, m'a permis, moi, personnellement, d'apprendre beaucoup de choses sur Joal, sur Joal Fadiout, sur Fadiout, sur l'organisation de l'Église et même sur l'histoire de l'Église au Sénégal, parce que vous êtes reparti jusqu'au 19e siècle avec l'implantation de l'Église au Sénégal. Vous avez parlé de l'histoire de Joal, l'histoire de Fadiout, l'histoire des Pangols. Des Pangols. On revoit les différentes croyances qui s'entrechoquent, surtout dans ces villages sérères où comme l'a si bien noté Kémy, on voit qu'il n'y a pas de choc, même si je puis dire, entre l'Église et les croyances ancestrales. On voit qu'il y a une cohabitation entre les différentes religions, mais aussi entre les religions païennes, avec le cimetière qui est un cimetière musulman et chrétien en même temps. Donc,
est-ce que vous êtes allé sur le terrain pour faire des recherches Mais bien sûr. Je ne pouvais pas ne pas aller sur le terrain parce que je ne pouvais pas faire, je ne voulais pas faire un travail facile. Vous voyez? Alors, dès le départ, je me suis entendu avec son éminence, le cardinal, pour aller au berceau de son enfance, à Fadiout. J'ai été reçu par sa famille, son frère, son défunt frère, Pierre Sarr. Il a convoqué ce jour-là ce qu'ils appellent la classe d'âge du cardinal, c'est-à-dire ses amis d'enfance avec qui il a grandi. Voyez, il m'a amené à la place publique qu'on appelle le Nguel, voyez, où j'ai échangé avec les vieux, parce qu'ils se retrouvent là-bas, espèce de grand place comme on dit. Et il m'a amené également au cimetière, un cimetière où, comme vous l'avez rappelé avec pertinence, sont enterrés indifféremment les musulmans et les chrétiens. Voyez, il n'y a pas meilleur symbole pour incarner le dialogue islamo-chrétien. Voyez, mais également, et ça je l'ai relevé dans votre propos, il y a une cohabitation harmonieuse entre les religions traditionnelles, je ne veux pas utiliser le terme de païen, et les religions d'importation, comme l'islam, comme le christianisme. Voyez, les Sérères vivent ça en parfaite symbiose. Il n'y a pas d'antinomie. Voyez. Alors, si vous avez bien lu le livre, quand les premiers missionnaires sont venus évangéliser, ils ont eu des problèmes tout simplement parce que leur démarche n'était pas la bonne. Ils ont voulu diaboliser les religions traditionnelles en leur disant les fétiches auxquels vous croyez, comment dirais-je encore, le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, les pangols et tout ça là, c'est rien du tout. Il faut venir adorer le christianisme, Jésus, etc. etc. Voilà. Ils se sont heurtés à une opposition radicale. Voyez. Alors, c'est finalement quand ils ont changé d'approche, en venant tenir un discours, j'allais dire conciliateur. Et en intégrant des prêtres issus du Sérail aussi. Oui, de la localité. On voit que l'évangélisation s'est faite en langue sérère avec l'alphabétisation sérère. Bon, mais il faut quand même souligner le rôle non négligeable qu'a joué un prêtre du nom de Caudron, voyez, qui, lui, très tôt, a compris l'importance qu'il y avait, justement, à fraterniser, voyez, avec les populations locales, à épouser leur mode de vie, voyez, à ne pas les mépriser en quelque sorte, pour réussir sa mission. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a eu toute une série d'évolutions, de développements qui ont abouti à la création des premières écoles primaires, voyez, et plus tard à la suscitation des premières vocations religieuses. Parce qu'en lisant le livre, on sent aussi l'engagement du cardinal sur les questions panafricaines. Parce que vous citez une anecdote où, étant étudiant, voilà, à l'université, il s'était pris... C'est quoi l'anecdote exactement? Oui, bon, disons que le cardinal est un homme profondément ancré dans ses valeurs de civilisation. C'est un Africain fier de l'être. Vous voyez? C'est un Africain fier de l'être, je le répète avec votre permission. Alors, à ce titre, il n'accepte pas qu'on se moque des Africains. Vous voyez? Ça, c'est vraiment une position de principe chez lui qui l'amène à adopter certaines attitudes vis-à-vis de l'Occident. Quand il dit, par exemple, que l'Occident pompe l'Afrique, voyez? C'est assez paradoxal, au fait, venant d'un homme de l'Église, quand on sait que la religion chrétienne a joué un rôle prépondérant dans la colonisation. Quand il dit que l'Occident a brisé le développement de l'Afrique, voyez,
c'est tout un symbole. Hein. À mon avis, comme vous l'avez rappelé au début de votre propos, le cardinal mérite d'être connu. Et d'ailleurs, l'un des buts que je recherchais à travers cet ouvrage, c'était le connaître, mais également le faire connaître. Voyez, qui est-il, d'où vient-il, comment lui est venue la vocation, mettre en perspective son itinéraire pour finalement se poser la question de savoir est-ce qu'il est à la place qu'il faut, est-ce qu'il mérite la place qu'il occupe actuellement. Et de mon point de vue, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est à sa place. Nina. Je commencerai déjà par féliciter mon doyen, Marcel, et le remercier pour ce travail. Et appuyer ce qu'il vient de dire tout à l'heure en disant que l'objectif c'était de prouver ou de montrer qu'il était l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait. Et je crois que l'objectif qui était de faire connaître également le cardinal Théodore Adrien Sarr est atteint. Peut-être que tout le monde, ou ma grand-mère sait rire, mes parents de Fadjout qui ne peuvent pas lire, ils sont encore peut-être à un pourcentage pas très élevé, ne pourront pas lire. Mais dans ce travail qui a été fait, je tiens à dire qu'il est important, en dehors du cardinal Sarr, que nous connaissions les hommes qui nous dirigent et dans tous les domaines, surtout quand il s'agit de religion. Parce que nous avons parlé la dernière fois de Cheikh Ahmadou Bamba, que certains ne connaissent pas, et qui sont pressés d'aller à Touba pour fêter, mais qui ne savent pas qui est l'homme, qu'est-ce qu'il a fait. Et il est de notre devoir en tant qu'intellectuels, en tant que journalistes, en dehors du fait que nous soyons journalistes, mais également tout citoyen qui estime qu'il a un devoir et un travail à faire pour que nos dirigeants, les hommes valeureux que nous avons dans notre pays et dans ce continent, soient connus. Et moi, j'ai eu la chance, comme vous, pas peut-être autant, mais bien après que vous ayez commencé votre projet, de rencontrer le cardinal Sarr. De m'entretenir avec lui pendant plus d'1 heure de temps. Sur des questions que les gens pensaient ne pas être abordables. Quand je dis abordables, qu'on ne peut pas discuter avec lui de ces questions parce que c'est un homme de l'Église, c'est un religieux qui était peut-être gêné de pouvoir parler de certains sujets. Mais surprise, notre surprise a été très grande quand on a échangé avec lui, et c'était en 2010-2011. Nous avons pu, et j'ai pu vraiment mesurer la dimension de l'homme spirituel, parce que je ne sais pas, est-ce que ça vous est arrivé, mais moi, la première fois que j'ai rencontré le cardinal Sarr, dans une interview, pendant 15 minutes, j'avais la tremblote aux pieds. Je n'ai jamais compris, parce que ça faisait quand même plus de 10 ans que je rencontrais les gens, que je faisais des interviews, et quand même j'ai eu à rencontrer d'illustres personnalités, et je n'étais pas impressionnée, mais il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer, que moi-même je n'arrivais pas à m'expliquer. Mais j'ai eu la tremblote des pieds pendant 15 minutes. Les premières 15 minutes que j'ai passées avec le cardinal Sarr, c'était quand même très douloureux pour moi, parce que je n'arrivais pas à cerner, à expliquer ce qui se passait. Et je me disais, bon, ça va passer parce qu'il fallait que je me concentre sur ce pourquoi je suis là, c'était l'interview. Et on voit la dimension de cet homme. Quand je vous ai lu, je me suis retrouvée dans ce que nous avions fait il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et c'était vraiment un homme d'ouverture, qui était collé à l'actualité, qui savait prendre position et dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire, prendre ses responsabilités, il faut les prendre, par rapport à l'engagement des jeunes, par rapport à comment aujourd'hui, nous catholiques, nous devons nous comporter vis-à-vis de nos concitoyens, de nos frères et de nos sœurs, comment aujourd'hui nous arrivons à évoluer dans ce pays au Sénégal en étant musulmans,
catholique et même à aborder ces questions de secte dont il a parlé dans l'ouvrage. Vous félicitez parce que je me suis retrouvée dans l'ouvrage et j'ai pu aussi apprendre quand vous nous parlez de son passage au séminaire, de la résistance de son père qui ne voulait pas qu'il aille à Ngazobil. Pourquoi? Parce que quand certains vous disent, bon, peut-être dans certaines familles à Fadiout c'était facile, mais à Fadiout, il y a des parents qui étaient farouchement opposés au fait que leurs enfants aillent au séminaire, qu'ils aient cette vocation de devenir aujourd'hui un prêtre. Comment est-ce que sa famille a pu, dans cette situation, arriver à convaincre son papa? Il l'appelle Papa Rock, le Rock qui veut dire en serrère Dieu. Je ne sais pas, est-ce que vous avez cherché à... Oui, j'ai cherché à savoir, pourquoi ce prénom de son père déjà. Oui, parce que le papa du cardinal n'était pas un homme ordinaire. Voyez, il avait des pouvoirs mystiques. Il avait le don de guérison. Il avait le don de guérison, de tuer le lamentin, parce que je ne sais pas si vous le savez, le lamentin est un animal hors du commun, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il est doté également de pouvoir. On ne peut pas le tuer facilement. On dit qu'il est à l'origine du mythe des sirènes, peut-être un peu. Ben, je ne sais pas trop, mais si vous n'arrivez pas à tuer le lamentin, il va vous tuer. Ou bien vous mourrez, ou vous devenez fou. C'est ça le lamentin. Or, le papa du cardinal arrivait à hypnotiser et à tuer le lamentin. Djat, comme on dit en Wolof. Vous voyez, voilà, Djat. Alors, et ça se mange, le lamentin? Oui, bien sûr. Oui, le lamentin se mange. Alors, il se trouve qu'il avait des visées sur le cardinal. Parce qu'en général, chez certaines populations sérères, c'est au dernier, au benjamin de la famille, qu'on transmet, voyez, l'héritage. Voyez, quand on a la faculté, le pouvoir de guérison, c'est au dernier qu'on le transmet. Voyez. Alors donc, le père du cardinal avait cette visée sur lui, en se disant, quand je ne serai plus là, c'est lui qui va assurer la continuité. Bon, malheureusement... On lui a presque tordu le bras. Ah oui, on lui a pratiquement tordu le bras. Non seulement le cardinal était quelqu'un de très religieux, tout petit, il aimait aller à l'église, il aimait servir la messe, voyez, il était tout le temps dans son coin en train de travailler, il a été très tôt un homme sage, mais également la maman du cardinal faisait tout pour que son fils non seulement aille à l'école, mais aille au séminaire par la suite. Alors, le parcours du cardinal a été un parcours très mouvementé entre la volonté de sa maman et de ses frères de le voir partir au séminaire et l'hostilité affichée de Papa Rob quant au destin, j'allais dire, religieux de son fils. Bref, ça n'a pas été facile. En 1948, les premiers enfants allés au séminaire de Ngazobil sont partis, parmi lesquels l'abbé Léon Diouf, actuel vicaire épiscopal, feu Monseigneur Jacques Sarr, qui était à Thiès, mais Théodore Adrien, lui, est resté chez lui, parce que son père ne voulait pas. Il est parti qu'en 1949. Ce n'est qu'en 1949 qu'il a pu y aller, grâce à des pressions de toutes sortes, du curé de l'époque, le père Caudron, d'un catéchiste qui avait, enfin disons, qui était le parrain du cardinal, Thémos, qui s'appelait, mais également de son grand frère, François Sangol, qui vivait en Guinée. Alors tout ce beau monde-là s'est coalisé pour véritablement arracher l'accord du pater familias et permettre à Adrien d'aller enfin au séminaire. Oui, mais aussi sur cet aspect, cette anecdote que vous racontez quand vous parlez du catéchiste, de son parrain, qui est venu avec le vin, une bouteille de vin, pensant que, comme tous les vieux serrères aiment
boire un peu de vin et en échangeant. Il pensait que les jeunes serrés aussi. Également. Il pensait que, mais moi maintenant qui y a bien des années, il pensait qu'en le faisant, il allait pouvoir avoir l'accord de Papa Roch. Ce qui n'a pas été le cas parce qu'à un moment de la discussion, il a jeté la bouteille, il lui a dit mais va-t'en parce que tu penses qu'en me donnant du vin, je vais te dire je suis d'accord que mon fils aille au séminaire. Et c'est pour dire aussi qu'aujourd'hui, comment les familles étaient convaincus, surtout en pays serré, à Fadiout, ailleurs, à Ndiagana ou à Fatick, comment il était important que dans la famille, le legs, la connaissance que le papa ou le grand-père peut avoir, surtout dans nos traditions, qu'on puisse retransmettre, que ça ne puisse pas se faire parce que le cardinal deviendrait prêtre. Mais cela n'empêche, quand on voit toutes les cérémonies qui ont été faites, on voit toujours qu'il y a cette forte présence de la culture sérère. On a vu de la tradition. On a vu la pirogue quand il a été élevé au grade de cardinal. Et on a vu également quand il a été prêtre, les pagnes, la calebasse avec le lait. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans nos traditions, dans notre culture, qui peut-être à un moment donné, avec ce que nous avons reçu de l'Occident, comme Camille disait, c'est exogène, qu'on dise que ça, c'est des pratiques païennes. Et nous avons su, dans ce pays et dans cette contrée, peut-être qu'en Casamance aussi, ou ailleurs, ça se fait, pouvoir combiner les deux. Nous avons pu trouver une passerelle qui puisse nous permettre de rester toujours serrés, mais de pouvoir aussi pratiquer ce qu'est la religion catholique, être chrétien, musulman. Et moi, j'aimerais, parce que son passage à Kaolack a été très important. Les jeunes de Kaolack vont vous dire qu'il a été très virulent avec nous en nous disant allez travailler. Pour certains dans ses homélies, il ne cessait de leur dire il faut que vous vous engagiez. Et ces grands travaux qu'il a pu faire à Kaolack, aujourd'hui que depuis 2000, il y a eu une nouvelle politique pour pouvoir permettre à l'Église de rentrer dans les grands travaux. J'ai vu que vous, après Kaolack, vous n'avez pas échanger avec le cardinal sur ces grands travaux, sur ces projets. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de ces projets, et moi j'en viens au projet de Saint-Paul, qui est un grand projet, qui demande beaucoup de moyens, 2 milliards si je ne m'abuse, si ce n'est pas le cas, vous me dites. Est-ce qu'on ne pense pas, et vous ne pensez pas que peut-être qu'à un moment, l'Église est en train de surestimer les moyens et la possibilité de la communauté catholique au Sénégal. Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir bâtir une Église à 2 milliards? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on revoie nos ambitions et qu'on fasse une Église à nos moyens? Parce que ce qui va nous ramener à son intervention qui disait que les catholiques ne sont pas généreux. Bon, moi, je n'ai pas la même perspective que vous, parce que pour moi, quelle que soit la religion, musulmane, chrétienne, bouddhiste, un lieu de culte n'a pas de prix. Voyez, qu'on y mette 10 milliards, 50 milliards, exactement. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on puisse réaliser un endroit où les fidèles viennent se recueillir et adorer Dieu. Même si ces fidèles n'ont pas à manger. Mais ce sanctuaire va coûter 2 milliards. Mais on a vu la basilique de Yamoussoukro. Oui, on a vu la basilique de Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, le président Houphouët-Boigny a mis de l'argent. Il a fait cotiser aussi. Il a fait cotiser. Et est-ce que nous avons aujourd'hui la possibilité, parce que les communautés catholiques cotisent. Moi, je fais partie de cette communauté. J'ai habité Grand Yoff, et précisément au Front de Terre pendant plus de 20 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, les communautés ont cotisé peut-être une fois par mois ou une fois dans lesquelles les gens ont mis de l'argent pour le projet de Saint-Paul. Mais le projet n'avance pas. Parce que peut-être que ce qu'on veut faire est au-delà des moyens que nous avons ou dont nous disposons en termes de quête, si on veut
demander à chaque catholique du Sénégal de mettre 500 francs ou 1000 francs pour construire cette église. Ce n'est pas que ça n'a pas de prix. Nous savons que ça n'a pas de prix, la construction d'un lieu de culte. Nous ne pouvons pas et nous n'avons pas peut-être les moyens de la communauté mouride, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on revienne, comme je le disais tantôt, aux moyens dont nous disposons en nous disant qu'on se promet dans 10 ans peut-être de construire un sanctuaire qui vaudra 2 milliards avec peut-être l'appui de certaines personnes ou de mécènes ou de présidents. Mais la communauté catholique veut construire cette église. Le cardinal en a fait un projet qui... Et rien à dire, il est louable, il faut qu'on le fasse parce que Saint-Paul ne tient plus. Les gens vont à la messe et ils sont jusque dans les cantines des marchés à Grand-Yoff. C'est extraordinaire, ça veut dire que c'est une forte communauté. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on revoie nos ambitions à la baisse? Est-ce qu'on ne surestime pas la capacité financière de la communauté catholique au Sénégal? C'est ça mon inquiétude parce que même si on ne le dit pas, dans les communautés, les gens commencent à dire que ça fait longtemps qu'on est en train de cotiser pour que Saint-Paul puisse être construit. Est-ce qu'à ce moment, il ne faut pas que nous, entre nous, qu'on puisse encore se dire on va construire avec les moyens dont on dispose et on va attendre d'avoir encore la possibilité financière de le faire. Oui, j'avoue que je suis très, très mal placé. Sur ces grands travaux, est-ce que vous avez échangé avec lui? Oui, on a échangé sur l'affaire de l'église de Mbao, etc., etc. Mais sur cette question particulièrement, j'avoue que je suis très, très mal placé pour donner un point de vue parce que je ne connais pas le dossier. Vous voyez, je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Je sais simplement qu'un appel à souscription, en tout cas à cotisation, a été lancé par son éminence. Il y a eu des lenteurs, peu ou prou, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, il a lancé un SOS récemment pour même s'en prendre à certains de nos co-religionnaires, pardon, qui ne mettent pas souvent la main à la poche quand il s'agit des activités de l'Église. Bref, de mon point de vue, et je l'ai déjà exprimé tantôt, un lieu de culte n'a pas de prix, vraiment. Qu'il coûte 500 000, 200 000, 1 milliard, 2 milliards, l'essentiel n'est pas là, voyez, parce que nous sommes quand même un peuple de croyants, nous Sénégalais, voyez. C'est cela qui nous sauve d'ailleurs. Dans les différentes crises qui surgissent à l'occasion des élections ou dans d'autres contextes, c'est parce que nous avons profondément un peuple croyant que nous arrivons à transcender ces difficultés-là. Voyez. Alors, dès l'instant que nous pouvons mettre ces populations-là dans les conditions optimales d'adorer Dieu, très franchement, j'avoue que je ne vois pas de problème. En tout cas, pour ce projet, rien à dire pour les ambitions. Mais j'estime que, bon, il ne peut pas en parler. Je crois qu'on aura encore l'occasion et la chance de pouvoir rencontrer le cardinal pour en parler. Mais vraiment, Alun, excuse-moi, parce que dans son interview également et dans l'entretien, rapidement, s'il te plaît. Vous n'avez pas évoqué, est-ce que vous avez échangé avec le cardinal sur comment il envisage sa retraite ? En rapport avec ce que nous avons vu, le pape Benoît XVI faire. Le cardinal est déjà en retraite. Si l'on considère que l'âge canonique à 75 ans, il doit être... le cardinal est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Tout à fait. Voyez. Donc là, théoriquement... Il ne fait pas ses 75 ans, il a 75 ans. Il a 75 ans passés. 75 ans. Oui. Théoriquement, il est en retraite. Ou bien à la retraite. À la retraite. Mais il est toujours en activité. Mais il est toujours en activité membre du... parce que c'est le Vatican qui décide. Exactement. Voyez. Bon, certainement, le Vatican a estimé qu'il est encore utile, qu'il peut servir. Et ensuite, il faut bien lui trouver un remplaçant. Parce que lui, il a remplacé Tchandoum. Voyez. Alors donc, je pense que c'est quelqu'un de très posé, de très calme. Il appréhende cette retraite avec détachement. Et parce que quand même, il prend de l'âge. Il prend de l'âge, tout à fait. Et donc, je ne crois pas qu'il va s'accrocher à ce poste-là. Quand le Vatican lui demandera de se retirer,
certainement, il le fera sans difficulté. Donc, nous avons été... Je recommande vivement cet ouvrage. Exactement. Un bel ouvrage. Je recommande vivement. Bel ouvrage, très bien écrit. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Donc, je rappelle, c'est Cardinal Théodore Adrien Sarr, Soldat de la paix, qui est publié aux éditions L'Harmattan. Donc, je pense que vous allez rester avec nous pour qu'on termine cette première partie avec M. Ousmane Dia.